Laurence Blisson, bonjour. Bonjour. Vous êtes magistrate et aussi secrétaire générale du syndicat de la magistrature. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous décrire les actions et la vocation de ce syndicat ? Alors, le syndicat de la magistrature a été créé en 68. Il se perçoit comme essentiellement non corporatiste. Pas parce qu'il ne défend pas les droits des magistrats, mais parce qu'il défend la justice, l'égalité, la défense des libertés, et ce sont autour de ces actions-là, notamment, que nous nous mobilisons contre un certain nombre de dispositifs qui, pour nous, constituent des dispositifs d'exception, qui portent une atteinte trop grave à nos libertés. C'est le cas de l'état d'urgence, c'était le cas des lois renseignement, des dernières lois antiterroristes notamment. Donc notre action, elle se situe en réalité dans le mouvement social et sur le terrain politique, dans une défense, une lutte pour l'égalité, contre les discriminations, pour les libertés, au-delà même du seul champ judiciaire. Alors justement, vous l'avez évoqué, l'état d'urgence qui va vraisemblablement être prolongé. Quel est votre sentiment à ce sujet ? Vous étiez déjà contre sa promulgation, donc sa prolongation ? Sa prolongation, on voit bien en réalité cette dérive vers un état d'urgence permanent et le fait que il est quasiment impossible de sortir des dispositifs d'exception lorsqu'on accepte d'y entrer. Ce qu'on a dit dès le départ, dès le mois de novembre, c'est que l'état d'urgence n'est pas un dispositif acceptable dans une démocratie, qu'il est faux de dire qu'il est efficace pour lutter contre le terrorisme, parce qu'en réalité, dans le cadre judiciaire, et dans un cadre qui est à la fois strictement défini et dans lequel un juge intervient, un juge indépendant intervient, il y a des possibilités, notamment de s'assurer, de mener des enquêtes contre des personnes qui sont dans un réseau terroriste. Par contre, l'état d'urgence, lui, produit des dérives. On les a vues. Les dérives, elles ont eu lieu dans le moment de la COP21 avec des assignations à résidence de personnes qui étaient sans lien aucun avec la question du terrorisme. On voit également la stigmatisation d'un certain nombre de personnes dans les quartiers populaires, la stigmatisation de musulmans qui font l'objet de mesures qui sont attentatoires, gravement attentatoires aux libertés et qui ont un fondement qui est bien trop vague. On ne reproche pas dans l'état d'urgence à une personne d'avoir commis ou d'être sur le point de commettre une infraction pénale. On lui reproche un comportement, une attitude, quelque chose d'extrêmement flou. Et ça, nous y sommes absolument hostiles et nous pensons que ça n'est pas conforme aux principes démocratiques dans un pays comme le nôtre. Alors, vous dénoncez ces dérives, mais on a un petit peu l'impression, au vu de ce qui a été présenté, de la loi, la nouvelle loi censée lutter contre le terrorisme qui va être présentée très prochainement, ce qui a déjà filtré dans ce projet de loi, ce sont aussi des mesures qui renforce le pouvoir des préfets, renforce le pouvoir des parquets, renforce les droits des policiers au détriment des juges d'instruction. Est-ce que ça aussi, c'est pas en quelque sorte mettre dans la loi une sorte, non pas d'état d'urgence, mais de mesures qui affaiblissent le pouvoir de la justice ? On s'inscrit très clairement dans un mouvement entre l'état d'urgence, état d'exception par principe, et puis l'introduction d'un certain nombre de pouvoirs, notamment au profit des préfets et des ministres de l'Intérieur, dans le droit classique, le droit commun, celui qui s'applique tous les jours, avec une vraie perméabilité entre ces deux logiques-là. Il y a maintenant 1 an et demi était votée une loi qui permettait au ministère de l'Intérieur d'interdire à une personne, à un Français, de sortir du territoire. Et inversement, d'interdire à un étranger d'y entrer sur des bases d'ordre public. Là, on a dans un nouveau projet de loi la possibilité pour le préfet d'assigner une personne à résidence en dehors de l'état d'urgence, de mettre en œuvre des contrôles d'identité sur simple décision du préfet sur une période extrêmement longue, de retenir des personnes pendant plus de 4 heures, dont on a pu vérifier l'identité, mais contre lesquelles, pour des éléments extrêmement flous, il faudrait pouvoir regarder un certain nombre de fichiers. Ces pouvoirs-là, ils sont inacceptables. On est vraiment dans une fuite en avant, dans toujours plus de pouvoirs dérogatoires qui sont confiés à l'administration. Et ça, c'est un déséquilibre absolu dans une démocratie qu'il faut combattre. Mais on voit bien qu'on est prisonnier d'un agenda qui ne cesse d'accroître ses pouvoirs. Là, on va examiner la question de faire entrer dans la Constitution l'état d'urgence. Nous sommes hostiles par principe à ce régime et donc très logiquement à sa constitutionnalisation. D'autant que la constitutionnalisation, là, elle vise à pouvoir aller plus loin. Pas encadrer mieux ? Non, à pouvoir aller plus loin. Et puis ensuite, on a ce projet de procédure pénale où on a le sentiment que très clairement, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut mettre dans la procédure pénale qui aille très très loin
Et puis ensuite, ce qu'on n'aura pas pu mettre dans la procédure pénale, on le mettra dans l'état d'urgence, avec 2 régimes qui vont faire finalement une sorte de continuité. Simplement, l'état d'urgence sera le stade encore plus lourd des atteintes aux libertés, mais dans tous les cas, on estime que c'est extrêmement dangereux d'être dans cette logique de toujours confier à l'exécutif, le préfet et le ministre de l'Intérieur, des pouvoirs sur des bases trop floues, selon l'idée qu'il faudrait finalement prendre des précautions. Le principe de précaution, en l'occurrence, il ne peut pas s'appliquer en matière de liberté. Alors, est-ce que vous pensez, vous parlez de processus, on sait qu'il y a déjà eu une loi en 2013, vous l'avez rappelé, donc que ces attentats ont été en quelque sorte instrumentalisés. On voit très bien que, voilà, on fait peur au peuple et que effectivement les gens se disent que, ben voilà, ils veulent aussi avoir la liberté d'être protégés. Ils croient que c'est de cette manière qu'ils vont l'être, sans doute à tort. Mais est-ce que vous pensez que ces attentats et cette ambiance qui est quand même assez dramatique, hein, ont été utilisées pour faire passer des lois qui, je dirais pas qu'elles étaient dans les tuyaux, mais qu'elles étaient, comme vous le disiez, dans une sorte de processus? Ce qui est certain, c'est qu'on est dans un mouvement législatif dans lequel, de manière quasi systématique, un attentat ou un fait divers dramatique conduit à l'adoption d'une nouvelle loi. Et où, ça, on le dénonçait déjà. C'était quelque chose qui était dénoncé sous le précédent gouvernement, qui était maître en la matière. On est aujourd'hui dans ce même mouvement où, alors même que l'arsenal répressif antiterroriste, l'arsenal pénal, est l'un des plus développés au monde, qu'il est par exemple basé sur une infraction, l'association de malfaiteurs, qui est une infraction qui saisit très en amont, de manière très précoce, des personnes qui n'ont commis aucune infraction pénale en soi, commis aucun acte illégal, mais qui projetteraient d'en commettre un sans avoir à le définir. Cette infraction-là, elle n'existe pas ailleurs, par exemple. Et elle fait qu'on a un arsenal répressif, au-delà de cette question, avec des pouvoirs de la police extrêmement développés. On l'ignore en fait. On fait comme si ça n'était pas le cas pour toujours accroître, alourdir ce dispositif. Et effectivement, depuis 2012, on a eu 2 lois déjà antiterroristes, une loi sur le renseignement qui incluait des dispositions en ce sens, et puis là on nous annonce une nouvelle loi antiterroriste, la constitutionnalisation de l'état d'urgence. Bref, il y a une vraie fuite en avant et chaque moment politique, chaque intervention politique conduit effectivement à ce qu'il faille presque combler le vide. Comme si ce vide était le signe d'une insécurité, alors même qu'on sait dans une démocratie que le risque zéro n'existe pas, c'est dramatique, mais il faut le dire, et que la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, nous disait en 1978 quelque chose qui était vraiment intéressant. Elle parlait de la lutte contre le terrorisme et des moyens de surveillance qui pouvaient être mis en œuvre. Elle disait qu'il y avait un vrai risque, si les gouvernements prenaient une mesure qu'ils jugeaient appropriée, à saper les fondements de la démocratie au motif de la défendre. Et c'est aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce qu'on voit bien que cette loi de renseignement, qui a 1 an, elle n'a pas... voilà, on ne sait pas, il y a peut-être eu beaucoup d'attentats évités, etc. On en aurait fait la publicité, à mon avis. Mais bon, apparemment, il manque peut-être de moyens humains pour justement donner un vrai corps à cette loi. Alors, il faut d'abord, aujourd'hui, absolument faire une étude sur l'efficacité, la nécessité des textes qui se sont empilés en matière d'antiterrorisme et en matière de surveillance. Et ça, cette étude, elle n'a jamais été faite. En réalité, on ne connaît pas l'efficacité et la pertinence des dispositifs qui existent déjà dans notre droit. Ensuite, il faut rappeler que la lutte et l'enquête contre les filières terroristes, par exemple, elle nécessite effectivement des moyens humains. Il faut que des services de police, et je crois que les juges d'instruction antiterroristes le disaient, que ce qui était nécessaire, c'était notamment que dans les services de police spécialisés, il puisse y avoir un travail de fond qui soit mené, qui n'implique pas nécessairement l'usage de techniques très intrusives, mais qui au contraire implique qu'il puisse y avoir des enquêtes menées au long cours. Donc il y a une question de moyens humains, et puis ensuite, il faut aussi réfléchir, nous en tant que société, à
qu'est-ce qui va produire chez certains, et notamment chez certains jeunes, ce recours à la violence terroriste, et comment est-ce qu'on peut comprendre cette criminalité et essayer de tarir un peu le terreau de cette criminalité terroriste. Autre question, mais qui n'est pas sans rapport, vous avez parlé du syndicat de la magistrature comme organisme qui s'assure de l'égalité face à la loi. Deux décisions de justice très récentes, la condamnation à 9 mois de prison ferme de salariés qui avaient défendu leurs droits, les salariés de Goudiard, et puis une autre décision de justice qui est tombée quelques jours après, c'est la relaxe d'un policier qui avait tué d'une balle dans le dos un jeune qui était en train de s'enfuir. On voit que, voilà, en termes d'égalité, ça paraît un peu fou quand on juxtapose ces deux décisions. Quel est votre ressentiment là-dessus? Et est-ce que vous pensez que les pouvoirs renforcés des policiers en termes de présomption de légitime défense, en termes de port d'armes, etc., ne risquent pas d'aggraver ce qu'on appelle les bavures, mais qui est aussi tout un système, parce qu'on voit que les policiers sont très protégés par leur corporation et qu'ils ont les moyens peut-être aussi d'influer sur la loi, parce que c'était à leur demande qu'a été inscrit dans la loi ce port d'armes et cette extension de la légitime défense. Alors au syndicat de la magistrature, d'abord on est absolument hostile à cette extension de la légitime défense qui consisterait en gros pour un policier qui saurait qu'une personne a commis un meurtre, et là sur le plan juridique ça n'est pas si évident que ça, à pouvoir faire usage de son arme alors même qu'il n'est pas menacé et que personne n'est directement menacé. C'est pour nous extrêmement dangereux et susceptible de dérives très claires que de donner à des policiers qui interviennent dans des contextes parfois très difficiles, mais que de leur donner le sentiment qu'ils peuvent faire usage de leur arme à feu, quel que soit le contexte finalement. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Sur les décisions de justice que vous citez, l'acquittement intervenu à la cour d'assises de Bobigny est un acquittement qui intervient alors même que l'avocat général notamment avait requis la condamnation du policier. Il me semble qu'un appel est envisagé par le parquet général. Ça signifie qu'une nouvelle cour d'assises va être amenée à statuer, donc je ne me prononcerai pas sur le fond de ce dossier. Ce qui est certain, c'est que la question des violences policières et de la capacité de la justice à traiter les dérives policières est une question très difficile parce qu'on a souvent un sentiment qu'il est très compliqué d'arriver jusqu'à ce stade-là en réalité. C'est un jury populaire qui a acquitté ce policier. C'est un autre jury populaire qui examinera ce dossier. Dernière question, il est encore question d'égalité sur la déchéance de nationalité pour les binationaux. Là, on est dans quelque chose qui existe déjà, je crois, de manière assez marginale, puisque les étrangers ne sont pas traités tout à fait pareil que les Français dans le droit, notamment en ce qui concerne la garde à vue, je crois. Mais là, on est dans l'institutionnalisation d'une rupture d'égalité entre citoyens qui vivent dans un même pays, qui seraient censés avoir les mêmes droits. Au syndicat de la magistrature, on est hostile à toutes les mesures en droit pénal qui discriminent les étrangers. Ça va de la peine d'interdiction du territoire français qui peut être prononcée uniquement contre les étrangers, à la déchéance de nationalité qui existait déjà pour les personnes qui ont acquis la nationalité française depuis moins de 15 ans. On y est hostile. Évidemment qu'on est absolument hostile à cette extension de la déchéance de nationalité aux personnes qui sont nées français. Il y a très clairement une rupture d'égalité, il y a une inefficacité totale. Et puis, il y a le symbole, ce que ça renvoie, c'est-à-dire vous n'êtes pas vraiment français comme les autres, qui pour nous est inacceptable. Et puis, cette autre idée, qui est quand même à la base de cette mesure, qui serait de dire, oui, on est censé lutter de manière transnationale contre le terrorisme, on dit toujours il faut de la coopération internationale. Eh bien écoutez, on a un terroriste chez nous, on va le renvoyer ailleurs. Il est né chez nous, il a vécu chez nous, mais à la fin de sa peine, on va le renvoyer dans un pays qui, vraisemblablement, sera lui-même un pays souvent beaucoup plus victime que la France du terrorisme, même si on ne fait pas de concurrence en la matière, mais on sait que, notamment, les pays non occidentaux sont ceux qui sont le plus aujourd'hui victimes des actes de terrorisme. Merci beaucoup, Laurence Blisson.